Okay, je pense qu'on va passer à la période de questions. On entend que c'est difficile d'aller plus loin. Nous avons été chaudement applaudis. Voici comment on va procéder. Voici comment. Bon, écoutez, quand même, là, entre nous. Voici comment on va procéder. Il y a deux micros dans la salle. Il y a 2 micros dans la salle. On va aller vous voir avec le micro. On va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. On va vous demander, si c'est possible, de prendre 3-4 minutes au maximum. Et je donne un tour de parole prioritaire. Donc, les gens qui parlent pour la première fois ont priorité sur les gens qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Et peut-être que les gens qui ont eu l'occasion hier pourraient accorder un tour de parole prioritaire. Peut-être. Par courtoisie. J'ai juste dit par courtoisie, mais si vous ne voulez pas, j'irai pas là. Alors, j'irai pas là, je ne ferai pas. Je ne ferai pas, madame. Si c'était possible de laisser la parole à M. André Genet, le préfet adjoint de la MRC des Pays d'en haut, qui se joint à nous dans notre combat. Et je ne savais pas qu'il était ici, alors merci de nous le présenter. Monsieur Genet. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des citoyens de parler le premier, mais j'ai des funérailles, il faut que je quitte pour Montréal. Effectivement, la MRC des Pays d'en haut, à maintes fois, a demandé que le projet soit soumis au bureau des audiences publiques. Ça a été appuyé par la CRE, ça a été appuyé par le groupe de préfets, la table des préfets, et ça a même été appuyé par Solidarité rurale du Québec. Je sais que vous allez me répondre que ce projet-là ne répond pas aux normes pour être soumis au bureau des audiences publiques. Par contre, moi, hier, j'étais à Saint-Donat et la température était très mauvaise quand je suis revenu. La limite de vitesse était de 90, mais je me suis envenu à 70 parce qu'il y avait des circonstances particulières. Et là, il y a des circonstances particulières et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'Hydro-Québec, quand il y a une demande que ce projet-là soit soumis au BAP, même si la loi ne le prévoit pas systématiquement, okay, pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas? Parce que présentement, Hydro-Québec se trouve être juge et partie de tout ça. Et la demande, elle est forte, elle est là des municipalités, elle est là de la région des Laurentides, elle est là de Solidarité rurale du Québec. Et je voudrais qu'on me réponde pourquoi, formellement, le Québec, le gouvernement et Hydro-Québec ne demandent pas que ça soit soumis au bureau des audiences publiques, s'il vous plaît. On va laisser Madame répondre. On lui a posé une question formelle. Madame. Monsieur Genet, Hydro-Québec respecte les demandes des élus, mais je dois vous répondre. Attention. Mais je dois vous répondre que c'est pas à nous de décider s'il y a un bac ou non. C'est au gouvernement de le faire et on se soumet aux décisions du gouvernement. Et dans tous les cas, dans tous les cas, attention. Vous savez que votre projet a plus d'impact qu'une ligne à 120 habituelle. on n'a pas à intervenir dans les décisions gouvernementales. Quand nos projets sont soumis aux audiences publiques, comme je l'ai dit hier soir, on participe de façon proactive. Et dans le cas présent, on a quand même fait une évaluation environnementale très rigoureuse. Et même si la loi ne l'exige pas pour une ligne à 120 000 volts, on a mis en place une démarche de participation publique depuis le début de l'avant-projet, qui est une démarche volontaire d'Hydro-Québec, qui n'est pas exigée par la loi, qui est seulement exigée pour un article 31. On le fait, nous, de façon proactive dans un projet de ligne 120 parce qu'on pense que c'est important. Alors, on va laisser monsieur. Est-ce que... Ça ne vous intéresse pas, Hydro-Québec. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait là? Salut, monsieur. Merci beaucoup de votre présence.
plaît, c'est parce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole de ce côté-ci. Je vais venir voir monsieur, ensuite monsieur et monsieur. S'il vous plaît, juste si vous êtes dans ce coin-là, on ne vous voit pas de ce côté-là de la colonne. Alors, je vais venir voir monsieur ici. S'il vous plaît. Moi, je vais essayer d'assurer que les micros sont dans les deux côtés. On m'a dit que je ne voyais pas beaucoup ce côté de la salle hier soir. Mais oui, on s'en va voir. On s'en va voir monsieur qui a demandé la parole. 2 secondes. Il faut dépenser notre 3%. Bonjour, je m'appelle André Sévigny, je suis météorologue et je suis d'Environnement Canada, à la retraite maintenant, donc un résident presque permanent à Saint-Adolphe-d'Howard et fier de l'être. J'ai 2 questions à vous soumettre. Ma première question est la suivante. Pourquoi dans les simulations, on ne retrouve pas des simulations en situation hivernale, alors que 6 mois par année, à Saint-Adolphe, c'est l'hiver? Avec un couvert végétal réduit au minimum, où on verrait vraiment. J'ai eu comme l'impression, en regardant même les photos là-bas, que l'objectif qu'on a donné à Génivard, comment arranger des pylônes pour pas qu'on les voie, alors que la mission aurait dû être complètement le contraire. Ma deuxième question, c'est relié à ce que vous avez dit hier soir et vous avez répété ce matin concernant les lignes enfouies sous terre versus les pylônes. Si nous étions ce matin, le 5 janvier 1998, comme météorologue, j'aurais pu vous prévoir que vos pylônes avaient une durée de vie de 24 heures. Okay? Alors que des sites enfouis auraient 40 ans d'existence. Et ça fait 16 ans de ça. Et la période de retour des phénomènes climatiques comme ceux qu'on a connus en 98 sont de 50 ans. Il y en a qui ont dit que ça va jusqu'à 100 ans, mais disons 50 ans. On est dans une situation de changement climatique avec un réchauffement global. Donc, les températures vont être de plus en plus chaudes, donc plus en plus d'eau. Pas de la neige, d'eau. Et de l'eau, ça peut geler, comme ça peut être aussi liquide. Alors, ma question, c'est un peu ça. Votre statistique sur la durée de vie des pylônes versus la durée de vie d'une ligne enfouie est, à mon sens, utile. Il s'agit de mettre, comme dirait Einstein, dans un système de référence valable. Si on est dans 98, le système est fatal. Alors, il y avait une question, on va y répondre. Pour votre première question concernant les simulations visuelles, on n'avait pas beaucoup d'espace dans la salle. On tenait à rencontrer la municipalité. Est-ce que je peux répondre? On a beaucoup de simulations visuelles qui ont été faites en hiver parce que vous avez raison que la pire situation, c'est l'hiver. Ces simulations-là sont disponibles sur notre site Internet. Et on en a plusieurs, puis on s'est même engagé, quand on a fait les optimisations, quand le comité technique régional nous a demandé de faire les optimisations, il y avait certaines vues qu'on n'avait pas. Entre autres, la vue à l'ouest du lac Saint-Joseph, certaines vues du lac des Trois-Frères. Donc, on est obligé d'aller prendre ces photos-là cet été pour être capable de venir vous les présenter cet automne. C'est pour ça que toutes... Attention, s'il vous plaît. On nous a demandé beaucoup, Madame Lapointe, le comité technique, on nous a demandé beaucoup de simulations supplémentaires. La route 329, le Mont Avalanche, c'est des photos qu'on n'avait pas, qu'on a faites en début d'automne cette année. Puis, on a l'intention de les refaire à l'hiver, là, à l'automne-hiver, mais c'est pas encore fait. Mais on a des photos qui avaient été prises dans la première version du projet, qu'on a retravaillé avec nos nouveaux pylônes, puis qui sont disponibles sur le site Internet d'Hydro-Québec. Il n'y a pas de photos d'hiver sur le site Internet d'Hydro-Québec. Bien, elles ne sont pas là. Bon, on pourra les mettre. Je pense... J'ai laissé un jeu complet au bureau de Mme Lapointe il y a quelques semaines, donc vous avez dû les voir dans votre rencontre du 29 novembre. Il y a un monsieur ici qui a... Tout ce qui reste à faire. Je vois jamais personne. C'est bon. La deuxième question pour ce qui est... OK, attention. Pour ce qui est du verglas, depuis le verglas, les normes
fédérales ont été modifiées. Donc, toutes les cartes de verglas ont été revues avec des nouvelles zones. Ils ne tiennent pas compte des changements climatiques non plus. On utilise ces cartes-là. Donc, nos nouveaux pylônes sont construits pour l'après-verglas, donc avec des charges climatiques beaucoup plus élevées. Puis, je pense qu'on prend... Louis-Philippe pourrait répondre peut-être là, pour la récurrence, là, plutôt que le 50 ans. D'ailleurs, on va demander de présenter tantôt les gens d'Hydro-Québec. Je vous les présente. Jean-Pierre Giroux. Et là, décidez-vous, on me l'a demandé. On les présente donc. OK, on ne le demande plus. Monsieur Louis-Philippe Bérubé est chef conception de ligne, donc il pourrait vous expliquer avec quels critères sont bâties nos nouvelles lignes. C'est la vérité qu'on veut. Louis-Philippe. Bon, je ne suis pas météorologue, donc c'est pas moi qui sort les courbes de verglas et les cartes qui sont utilisées. Je sais qu'on se base sur les normes CSA qui s'appliquent aux pylônes. Je ne sais pas de quelle façon ces cartes sont actualisées par rapport au verglas, donc je ne peux pas répondre à votre question. Par contre, pour cette ligne-ci, ce qu'on utilise, c'est une période de récurrence de 50 ans selon ces cartes-là en ce moment. On a aussi des glacimètres chez Hydro-Québec pour ajouter des données à ces cartes-là. Malheureusement... Non, je ne suis pas météorologue, donc ce n'est pas moi qui fais la carte, donc je ne peux pas connaître les hypothèses derrière la carte. C'est ça la raison. Oui, il y a des météorologues chez Hydro-Québec, mais je ne suis pas un météorologue. On va essayer de poser une question puis d'écouter la réponse. Il y a un monsieur ici qui a levé la main depuis très longtemps. Je vous ai vu, mais j'essaie d'aller dans l'ordre où les gens ont levé la main. Vous pouvez rester assise, madame, je vous ai vu, je ne vous oublierai pas. Bernard Schroeder, comme vous pouvez l'entendre mon accent, je ne suis pas originaire du Québec, mais je vis à Saint-Adolphe depuis 10 ans. Bon, j'adore cette région et quand je vois la façon dont on traite la nature, qui est magnifique, qui est enviée par beaucoup de pays au monde, comment on traite la nature avec ces lignes électriques horribles, je suis vraiment écœuré. Quand on arrive sur la... Quand on arrive en avion, et c'est la réflexion qu'a fait un de mes amis que j'avais invité ici pour qu'il puisse profiter de nos hivers magnifiques malgré le froid, il m'a dit, Bernard, si tu habites un pays magnifique, j'ai vu en avion des pistes de ski gigantesques. Je dis non, ne rêve pas, hein, le ski c'est bien, mais là c'est les emprises des lignes électriques. Il m'a dit, c'est pas possible. Ben, j'ai dit oui. En 98, pour en revenir à 98, messieurs les ingénieurs, c'est à vos anciens collègues que je m'adresse à ce moment-là. Comment se fait-il que dans un pays au climat très rude, il n'est pas prévu justement ces problèmes de givre? Parce que rien n'est prévisible au point de vue météorologique. Et monsieur, vous dites que vous avez prévu certaines choses, mais c'est assez vague ce que vous nous dites. Si vous pouvez m'assurer que jamais ce qui s'est produit en 98 se produit ici, se produira de nouveau, je suis tout à fait d'accord pour la ligne. Mais vous êtes incapable de me l'assurer. Et vraiment, je termine. Non. En ce qui concerne monsieur ingénieur, excusez-moi, mais je suis un vieux bonhomme, mais je n'ai pas la mémoire des noms. Quand on parlait du poste de Saint-Adolphe, vous avez dit il n'est pas rentable. Oui, c'est sûr. Il n'est peut-être pas rentable actuellement, mais vous avez également dit que la population augmentait énormément. Donc dans 4-5 ans, ce poste risque d'être rentable, même sera certainement rentable. Vous trouverez les 30 000 clients nécessaires. Donc je ne vois pas pourquoi on nous impose une ligne qui va faire casser toute la nature. Moi j'ai des chevreuils qui viennent chez moi, j'ai même un ours qui est venu me voir, j'ai tous les animaux, j'ai toute la nature, et ça je ne veux pas le perdre. Quant au ruissellement, M. Hébert nous a dit que le reste, ce qui restait sur le sol, empêchait le ruissellement. M. Hébert, je suis absolument contre. J'ai eu l'occasion de m'apercevoir ce qu'est un orage en forêt. La seule chose qui évite le ruissellement, c'est les arbres. C'est tout. Et le lac de la montagne, avec l'emprise que vous faites de 46 mètres, sera obligatoirement pollué. Et partant, tous nos lacs ici seront pollués. Voilà ce que j'avais à dire.
Peut-être pour vous rassurer pour le verglas, depuis la crise du verglas, notre réseau a été grandement sécurisé. On utilise maintenant des pylônes anti-cascade, donc des pylônes qui sont, à tous les 10 pylônes, on met des pylônes qui empêchent un effet de cascade, comme il s'est passé pendant la crise du verglas. En plus de normes beaucoup plus sévères, puis de pylônes plus solides pour maintenir le poids du conducteur avec sa charge de glace. Donc, il serait étonnant qu'on subisse encore une crise. Maintenant, Jean, je ne sais pas si tu veux réexpliquer, s'il vous plaît. Est-ce que, monsieur, vous voulez entendre l'information? Attendez une petite minute. Monsieur a posé une question. Est-ce que vous voulez qu'on demande à Jean de répondre à votre question? Pour les lacs et l'impact? Sur l'impact sur l'eau potable? Sur l'impact sur l'eau potable? Ça. Ah, ben, monsieur voudrait l'entendre. Alors, on va y aller. Oui, bonjour, Jean Hébert, chargé de projet environnement pour ce projet. Donc, pour ce qui est des ruissellements sur les lacs, nous sommes assurés qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y aura pas de sédimentation dans les lacs. Nous sommes à bonne distance de tous les lacs qui sont visités. Et la végétation arbustive... Alors, monsieur veut toujours entendre. On va faire attention. Nous maintenons dans les emprises la végétation arbustive de 2,5 mètres. Il y a toujours, monsieur, la végétation qui... ne pousse pas au-delà de 2,5 mètres, qui est maintenu dans l'emprise, qui maintient les sédiments. Et il y a des bandes de protection aussi autour des milieux humides, des cours d'eau, des lacs, des bandes de protection qui sont maintenues aussi. Si on était trop proche, mais on est toujours plus loin que cette bande de protection-là, de toute façon. OK. Les gens dans la salle aussi ont demandé la parole. Je demande... Madame, monsieur, oui, je vais aller voir monsieur ici qui a levé la main depuis tantôt. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle priorité? Monsieur... Ah, ben je vais prendre les noms. C'est correct. Je vais prendre les noms. On va commencer par monsieur, puis après ça, je vais prendre les noms. Merci beaucoup. Mais monsieur a levé la main depuis le tout début. Monsieur. Moi, là, j'écoute votre présentation. Je suis venu hier au soir, je réécoute encore ça. Et je trouve qu'on rit de nous autres. Puis si vous ne croyez pas qu'on rit de nous autres, juste à regarder la photo que vous m'avez montrée tantôt. Moi, je ne connais personne à Saint-Adolphe qui reste dans le milieu du lac. Hein. Si vous aviez au moins eu la décence de prendre votre photo dans la bande médiane, ça nous aurait donné une idée un peu plus favorable. Quand j'entends monsieur parler des érosions, peut-être qu'il est très connaissant, mais il nous dit pas, il nous dit pas ses connaissances, ou c'est un vrai bullshitter professionnel. Je suis écœuré d'entendre parler du monde comme ça. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un crayon, s'il vous plaît? Je vais vous donner la parole. Oui. Je cherche juste quelqu'un qui peut me donner un crayon. Madame qui est maître de cérémonie, oui. Vous êtes en train de tout gruger notre temps. Laissez-nous donc parler pour tout faire vos petites interprétations. Là, excusez-moi, j'aimerais prendre la parole parce que moi, j'étais sur le fameux comité technique régional. Madame, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, peut-être je suis Sarah Perrault. Oui, alors je suis Sarah Perrault, j'ai été membre du comité technique régional. Bon, écoutez, j'aimerais prendre quelques minutes parce que je pense que le comité technique régional a été lié de près à tout ce dossier-là. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai été très étonnée d'apprendre qu'à Sainte-Adèle, on avait dit que ce tracé-là avait été recommandé par le comité, alors que c'est nullement le cas. Allez lire les faits saillants, vous allez voir que la seule chose que le comité a recommandé, c'est qu'Hydro présente un tracé A optimisé. C'est la seule et unique chose. Le comité technique régional n'a jamais recommandé le tracé que vous avez vu là. En fait, une fois que les optimisations et les simulations visuelles ont été présentées et il en manquait, donc c'était incomplet, on nous a demandé « Qu'en pensez-vous? » Et là, il y a eu un silence total. Personne n'a dit un mot. Les seules personnes qui ont pris la parole, ça a été l'urbaniste, la municipalité et moi, pour dire quoi? Que ce tracé-là ne répondait pas aux besoins et aux préoccupations exprimées par les citoyens de Saint-Adolphe et par la municipalité. Point final. Le comité technique régional a dit après ça, on a terminé notre mandat, on ne peut pas aller plus loin. Autrement dit, là, ce que les gens disaient, c'est assez. Arrêtez, parce que c'était un processus assez vicieux. Imaginez, là, ils ont rassemblé autour de la table des gens, des urbanistes, des aménagistes, à qui on a demandé d'agir comme experts neutres et objectifs, tout en défendant les intérêts de leur municipalité
parce que ces gens-là, pour la plupart, représentaient tous une municipalité susceptible d'être touchée par l'un ou l'autre de ces scénarios. Autrement dit, il y avait des gens autour de la table qui n'étaient pas concernés par le problème, à qui on venait dire, là, faites attention, ça pourrait arriver chez vous. Alors, ces gens-là ont été mis dans une position extrêmement délicate et très fâcheuse. Et tout s'est joué sur la base d'un vote secret qui s'est tenu en juin, le 19 juin, auquel ont participé 11 personnes. 4 personnes se sont abstenues, dont moi, parce que je jugeais manquer d'informations et je n'étais pas la seule. Et d'ailleurs, en septembre, on a reparlé de tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui a eu la franchise et l'honnêteté de dire, moi, lors de ce vote secret, je me suis sentie comme quand on va aux élections et qu'on vote sans avoir écouté la télé ni la radio. Alors, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça que la ligne, que le comité en est venu à demander à voir le tracé organisé. Mais le facteur qui a joué, comme l'a expliqué Mme Gosselin, c'est la question des déplacements de bâtiments. Ce qu'on nous avait présenté, c'est que le seul scénario où il n'y avait pas de déplacement de bâtiments, c'était celui à travers Saint-Adolphe, le fameux tracé A. Alors, sur le tracé de Sainte-Agathe, c'est pas ce qu'on a. Moi, j'ai demandé des précisions. C'est 14 bâtiments, incluant des garages. Première chose. Deuxième chose, on nous a dit, sur le tracé C, il y a jusqu'à 5 déplacements de bâtiments. 1 à 5 déplacements de bâtiments. Alors, en 2013, quand le projet a été présenté, il n'y a jamais été question de déplacement de bâtiments sur ce projet-là, pour le tracé C. J'ai demandé des précisions le 4 septembre. On ne m'a rien répondu. J'ai reposé la question le 15 octobre. Et là, on m'a dit, ah oui, on le disait quand on faisait les présentations en 2013, et ça apparaît dans le tableau comparatif des tracés. Alors là, j'ai fouillé, je suis allée voir. Je suis allée écouter les présentations, consulter les comptes rendus détaillés. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui avaient été contactées, qui avaient été rencontrées par Hydro-Québec en 2013, et j'ai retrouvé le fameux tableau en question. Et dans ce tableau-là, ça ne figure pas. Il n'est aucunement question de déplacement de bâtiment. Autrement dit, M. Hébert, qui est ici, responsable de l'environnement, nous a transmis une information erronée. Est-ce qu'il a menti aux membres du comité technique régional? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Et je trouve ça terrible, parce que c'était vraiment l'élément sur lequel le comité s'est basé. Alors, le comité n'a jamais recommandé le tracé, et la municipalité conteste la validité de la carte des paysages sur laquelle Hydro s'est basé pour établir son tracé. Et cette contestation-là repose sur une étude qui a été réalisée par la personne qui, au Québec, détient l'expertise la plus grande en matière paysagère pour la région des Laurentides. Et cette personne-là a collaboré par le passé à plusieurs projets d'Hydro-Québec. Alors, c'est assez terrible de penser que ce projet-là est mené de cette façon-là. Et Hydro-Québec refuse toujours de corriger la fameuse carte des paysages. Et sachez également une chose, c'est qu'hier, il y a quelqu'un qui parlait d'imputabilité des gens ici. Malheureusement, il n'y a aucun organisme au Québec qui pourrait recevoir nos plaintes, ne serait-ce que concernant cette fameuse utilisation de pylône de 315 qui doit tenter de faire pour passer sa ligne de 120. Soit dit en passant, le gouvernement était nullement au courant de ça. C'est nous qui leur avons appris. Tous les ingénieurs sur ce dossier-là sont en infraction au code de déontologie, selon le bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs. On pourrait collectivement déposer une plainte, et ces gens-là... Alors, moi, je recommande fortement de le faire. Ces gens-là, ce qu'on m'a dit, c'est que la plainte serait recevable, et ils vont devoir enquêter. Alors là, on nous a dit, s'il vous plaît, faites pas ça individuellement, là, vous allez alourdir le processus. Pourriez-vous au moins faire ça collectivement? Alors, envisageons-le de le faire collectivement. Donc, je voudrais terminer avec une chose. Oui. Alors, ça, c'est un PowerPoint présenté par Hydro-Québec en collaboration avec Génivore en 2008. Ça s'appelle « Priorisation des enjeux dans les grands projets de transport d'énergie ». C'est très intéressant. Alors, à la fin, la conclusion de ça, ce qu'on dit, c'est retenir que, je pense qu'il y avait beaucoup d'absents à cette présentation, retenir que, ça s'adresse principalement à des gens qui développent des projets de ligne, là. Si votre projet n'est pas bon ou mal justifié, les citoyens s'y opposeront. Le public est en mesure de comprendre les contraintes d'un projet. Les impacts liés à l'implantation d'un projet restent longtemps dans la mémoire des citoyens. Et ça finit par une citation de Jean Rostand. M. Hébert, hier, me reprochait, me disait « Ah, vous, Mme Perrault, tout ce que vous faites, c'est essayer de nous prendre en défaut. » Moi, tout ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, c'est poser des questions, chercher des réponses. Et là, j'ai de la misère, j'assure un suivi. Croyez-le ou non, on nous a donné 2 semaines pour évaluer au sein du comité régional une grille d'évaluation très complexe. Ça fait 1 mois et demi
qu'Assertis n'est pas capable de nous fournir le compte-rendu de la dernière rencontre. Hey, c'est plus compliqué de faire un compte-rendu qu'analyser une grille. C'est quand même assez aberrant. Alors, ça termine avec « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir ». Alors... Moi... Mais le pire dans tout ça, Saint-Adolphe va avoir mis à jour cette nouvelle façon de passer des lignes de 120 en utilisant des pylônes de 315. Comme je l'ai dit l'autre jour à l'église, on pensait que le gouvernement nous soutiendrait. Mais ce qui est triste dans tout ça, là, je pense à mes enfants, je pense aux gens qui se sont battus, je pense aux Québécois. Ce qui se passe ici va se reproduire ailleurs. Le fameux comité technique régional, qui est un processus assez vicieux pour isoler une municipalité et amener d'autres municipalités à cautionner le projet, va se répéter aussi ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas eu un député qui va nous avoir écoutés et qui va avoir protégé les citoyens qui l'ont élu. Alors, M. Saint-Denis, agissez. Alors, on va donner l'occasion à Mme Gosselin de répondre à votre commentaire. Mme Gosselin. Oui. Alors, nous allons répondre aux commentaires. Je pense qu'il y a assez de choses qui ont été dites pour qu'on fasse quelques précisions. Je vais demander à Jean Hébert, premièrement, de parler de la carte de paysage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte de paysage nous aide à réaliser l'évaluation environnementale, mais un tracé ne se fait pas sur une carte de paysage. Il faut tenir compte aussi des inventaires du milieu naturel et du milieu humain. Donc, même une carte des paysages, vous avez parlé, Mme Perrault, des impacts Monsieur Hébert va sur le milieu. Là, pour le moment, vous avez une carte qui donne un portrait biaisé des impacts réels de ce tracé-là sur le plan paysager. On va donner l'occasion à M. Hébert de répondre. On va lui donner l'occasion de répondre. Monsieur Hébert, c'est vous qui nous avez dit que ce tracé-là ne serait pas visible du sommet du Mont-Avalanche, non? Madame Perrault, vous venez de prendre un bon moment pour présenter votre point de vue. On va demander à M. Hébert. On va demander à M. Hébert de répondre parce que vous avez fait référence. Excellent. Oui, tout à fait. Alors, on donne l'occasion à bien des gens de s'exprimer. M. Hébert. Oui, c'est correct. Excellent. Un peu de respect. Il y a eu plusieurs versions de la carte des paysages qui ont été faites au fil Il y a eu deux versions. Et ces cartes paysages-là ont été faites en collaboration avec la CRI Paysage. La CRI Paysage a fait savoir que vous n'aviez pas intégré leurs commentaires. On a intégré leurs commentaires, leurs premiers commentaires sur les lieux d'intérêt, les sites exceptionnels. Mais pas sur les sensibilités. On a fait des changements sur les résistances. Mais récemment, la ville de Saint-Adolphe nous a demandé de reviser certaines résistances pour les paysages au nord du lac Saint-Joseph et on est en train de regarder ça, effectivement, parce que de modifier des résistances sur certains paysages, ça peut avoir des incidences sur l'ensemble des autres paysages aussi. Il y a une cohérence à respecter dans l'analyse qui est faite. Donc, on est en train de regarder ça. Vous n'étiez pas en train de le faire hier soir, en tout cas? La nuit porte conseil, M. Hébert? Donc, vous... Madame Perrault, vous faites régulièrement des attaques personnelles. Vous essayez de discréditer les membres de l'équipe. Ici, il n'y a personne. Je m'en prends à Hydro-Québec. Mais nous, on vous rassure, nous, on ne le prend pas personnel. On est des professionnels sérieux. On travaille avec des méthodes rigoureuses qui sont reconnues. Comme biologiste, vous devriez le savoir qu'Hydro-Québec a des méthodes qui existent depuis longtemps et on fait un excellent travail en évaluation environnementale. Donc, il y a... Est-ce qu'on peut discuter de la présence d'une emprise qui favorise la présence des milieux humides également? On ne sait pas à quoi ça fait référence. Monsieur Hébert, on va laisser M. Hébert finir son intervention et Mme Gosselin. J'aimerais que Sophie rétablisse certains faits sur le comité technique régional. Mme Lamoureux. Je vais me tasser un petit peu. Bonjour. Pour que tout le monde me voit. On s'est vu la dernière fois en mars 2013. Vous le savez, oui, je suis pas... Non, j'en conviens. J'en conviens. C'est pas facile, c'est un défi. Attention. C'est un défi alimenter...
C'est un défi alimenter la clientèle québécoise. Nous sommes conscients que nous sommes dans un milieu de villégiature, effectivement, nouveau corridor de déboisement. En mars 2013, nous avons tenu des portes ouvertes. Nous sommes venus à votre rencontre au Centre créatif. Vous étiez nombreux. On a mis, suite à ça, une table de travail conjointe. À l'époque, c'était M. Gravel. Nous avions convenu ensemble de mettre en place cette table de travail conjointe pour trouver des solutions. On a discuté de solutions électriques. Là, on n'est pas à l'échelle de tracé. On s'est mis à discuter de d'autres solutions électriques pour éviter un corridor de déboisement. Suite à ça, on nous demandait d'utiliser les emprises de lignes existantes. C'est ce qu'on fait, c'est toujours ce qu'on va privilégier dans nos projets. On vous l'a montré, les lignes 735 kV, on les longe le plus possible, on reconstruit une emprise. On nous a demandé de regarder une solution électrique en haut, au nord, du côté de Sainte-Agathe, là, Saint-Faustin, Ivry-sur-le-Lac et tout ça. Donc, à ce moment-là, il y avait une municipalité qui était absente autour de cette table-là, c'était Sainte-Agathe-des-Monts. Comme c'est un projet régional, effectivement, ce n'est pas un projet que juste pour desservir Saint-Adolphe. Donc, on est conscient de ça. On a voulu monter une table, un comité technique pour asseoir la région avec Hydro-Québec pour trouver une solution. Oui, un instant. Je pense que c'est important, les éléments d'information. Je vais raccourcir. On va attendre quand les gens interviennent, là. On va attendre. Ce comité-là n'a pu consulter aucune étude et aucun rapport. J'ai demandé à voir l'étude des paysages. On a refusé de la fournir. Je suis obligée de passer par la commission d'accès à l'information alors que je siégeais comme expert au sein de ce comité-là. Plus opaque que ça, c'est impossible à faire. On est dans la melasse. Est-ce que vous me permettez de compléter, s'il vous plaît? Bon, si les gens ne veulent pas avoir d'informations... C'est parce que j'aimerais pouvoir répondre à plusieurs questions. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le comité technique régional, c'était Mont-Tremblant, Barkmere, il y avait Morinite, Saint-Sauveur, Saint-Adolphe, Val-David, Val-Morin et Sainte-Adèle, les deux MRC, Conférence régionale des élus, Projet paysage, et le Conseil régional des Laurentides. Le mandat, il était clair. Il y avait deux aspects dans le mandat. C'était d'examiner différentes solutions pour répondre à la croissance des deux MRC, et l'autre, c'était de recommander une solution de moindre impact qui concilie les intérêts, les obligations et les préoccupations des différents partis. J'aimerais ici vous dire que tous les faits saillants de chacune des rencontres sont publics. Elles sont sur le site web du projet. Le 15 octobre dernier, le comité a estimé avoir rempli son mandat. Il a mentionné à ce moment-là qu'il avait, un instant s'il vous plaît, qu'il avait l'intérêt de suivre l'analyse d'Hydro-Québec suite à l'engagement que la municipalité de Saint-Adolphe avait pris de nous proposer des variantes de tracés qui traversent leur territoire. Nous n'avons eu pas de tracé de la municipalité. Nous sommes en train d'analyser un tracé qui a été proposé par la MRC des Pays d'en haut. Au même titre que les propriétaires, les citoyens aujourd'hui, vous êtes libres et nous sommes ouverts à accueillir des variantes pour examiner, voir les optimisations. Vous avez refusé Donc, de je voulais collaborer. simplement vous dire que nous sommes ouverts à ça et vous le savez très bien. Le comité a demandé. Je vais compléter, je finis avec cette phrase-là. Le comité. Attends une seconde. C'est bon. Ouais. Je vais simplement vous dire que le comité a cessé ses activités. Donc, nous sommes ici aujourd'hui et depuis quelques jours pour vous rendre compte de tous les efforts qui ont été mis de l'avant, notamment à la lumière de vos préoccupations. Vous avez été nombreux à nous les exprimer et voici ce qu'on vient vous présenter. À ce moment-là, c'est correct. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va arrêter là. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter? Non. C'est bon. Alors, peut-être que vous pouvez donner le micro à quelqu'un d'autre qui est derrière vous. Peut-être juste clarifier, quand Mme Perrault dit qu'elle n'a pas eu accès aux documents, aux cartes, ce qu'elle demande, ce sont des documents, les études et les rapports, ce sont des documents qui sont en cours de réalisation, qui... L'étude des paysages existe. L'étude va être faite et complétée sur le tracé quand il sera final. Donc, on va déposer parle d'une étude des paysages à l'échelle régionale. C'est ce document-là qu'on voulait voir, que la CRE a demandé à voir et que vous avez refusé de présenter. C'est des documents qui ne sont pas complétés, qui vont tous être dans l'étude qui va être à titre d'expert, il fallait les sortir, les documents. Regardez, vous avez la réponse. Elle a été posée 3 fois. C'est pas satisfaisant comme réponse. Mais c'est là où on en est. Alors,
On va essayer d'aller voir. Oui, je vous vois, monsieur, mais il s'est formé une ligne, bien malgré moi. Alors, ben, non, restez ici. On va venir vous voir de ce côté-ci. Je vais en prendre une là, puis après ça, je vais en prendre une ici. Allez-y. C'est moi. Mais ça prend le micro, au moins pour qu'on puisse entendre. Elle s'est fait bousculer aussi. OK, attention. Bon. Attention. Elle n'est plus là, cette dame. Attention. Attention. OK. Madame. Monsieur. Monsieur. Bon, on parle depuis tantôt comité technique régional Hydro-Québec. Ça s'assoit beaucoup là-dessus. Moi, mon nom, c'est Martial Fortin et j'ai été membre du comité technique régional avant Sarah pendant 5 mois, de janvier à juin. Donc, j'étais surtout sur la partie comité technique, comité électrique, sous-comité électrique. J'étais souvent accompagné par Denise, qui est ici, ou Guy Saint-Jacques, qui n'est peut-être pas ici, et M. Deslauriers, notre ingénieur, c'est certain. C'est comme Sarah l'a dit tantôt, et elle l'a bien exprimé, c'était une ligne qui passait dans Saint-Adolphe, puis les autres, elle ne passait pas chez eux, fait que ça ne les concernait pas. Ils n'étaient pas intéressés autour de la table. Il n'y avait aucun intérêt, aucune participation. Ce n'était pas une consultation. C'était une présentation de ce qu'Hydro voulait faire. Point. Pierre? Excusez, j'avais pas de questions. C'est correct. On va venir voir monsieur de ce côté-ci, puis après ça, je vais retourner. On va faire en alternance. Allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom est Luc Dubois. Je demeure, la tour de télécommunications en haut, la maison qui a une vue extraordinaire. Alors, ma question est à Mme Gosselin. J'aimerais que vous me répondiez par un oui ou un non. Est-ce qu'il va avoir des expropriations avec la ligne que vous avez choisie, qu'aucune personne ici a décidé de choisir? Nous, c'est pas ça. On va avoir les emprises existantes. Alors, ma question est simple. Oui ou non? Va-t-il avoir des expropriations à Saint-Adolphe? Le tracé de moindre impact qu'on propose ne prévoit aucun déplacement de bâtiment. Oui ou non? C'est parce que ça dépend ce que vous voulez dire par expropriation. Est-ce qu'il va y avoir des expropriations des gens qui demeurent dans des maisons, dans des résidences, qui vont être expropriés? Non. D'accord. Alors, permettez-moi de vous traiter de menteuse, parce que non, le 23 octobre, je vous permets le 23 octobre à 19h30, j'ai rencontré Mme Gosselin. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je suis arrivé là. On avait, je sais pas si on avait fait exprès pour me mettre le dernier. Donc, c'était rendu, il y avait une meute de gens d'Hydro-Québec qui étaient là. Quand ils ont vu que le climat montait un petit peu, bien là, j'ai senti derrière moi qu'il y avait plein de gens d'Hydro-Québec qui se rapprochaient parce qu'ils disaient, oh oui, un irréductible. Alors, en m'assoyant, Mme Gosselin me dit, M. Dubois, malheureusement, vous êtes le citoyen, le résident le plus touché. Ça. Essayez de voir dans l'ordinateur, il n'y a rien qui fonctionne. Comme par hasard, il n'y a aucun... les ordinateurs ne fonctionnent pas, il n'y a rien, ils n'ont pas de documents, ils n'ont absolument rien. Tout ce qu'ils me montrent, c'est une petite carte. Et ce que je dis, je l'ai enregistré au complet. Fait que si vous me dites que je ne peux pas la traiter de menteuse, on jasera, je pourrais vous faire écouter les bandes présentement ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on me dit, vous êtes le plus touché. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, je fais une pause. La première fois qu'on a rencontré ici à Saint-Adolphe, on me dit, M. Dubois, faites-vous-en pas. Les ingénieurs, ça passe en arrière de votre chalet, mais là, ça va passer à l'arrière de la tour de télécom. Fait que vous n'êtes pas touché. On est sorti de là, on dit, bon, on a appris qu'il y avait une ligne, puis on s'est dit, on n'est pas touché. Plusieurs mois plus tard, ce que je vois, c'est que la tour est rendue à l'arrière du chalet, est rendue à peu près 150 à 200 pieds. Et cette journée-là, je me rends compte que la tour, les optimisations, bien, la tour est encore plus près de mon chalet, est encore plus basse. Fait que là, si c'est pour améliorer les gens, leur situation, c'est le contraire. On n'a pas écouté personne. On me dit au début, c'était à l'arrière de la tour de télécom, mais maintenant, c'est rendu à mon chalet. Alors là, à mon grand désarroi, on me dit, Mme Gosselin me dit, si vous le voulez, on peut vous exproprier. J'ai dit, si vous le demandez, j'ai dit, moi, ce que je demande, c'est pas d'être exproprié, c'est que le chemin, le tracé passe par les emprises existantes. Finalement, pour me dire que, écoutez, M. Dubois, au mois de mars 2015, on a envoyé un évaluateur d'Hydro-Québec qui va évaluer votre maison. Prenez un évaluateur de votre choix, on va faire des contre-offres, puis on va vous donner un montant pour vous exproprier. Et en plus, on me dit, si vous ne seriez pas à cet endroit, bien,
la tour, là, elle ne passerait pas à l'arrière, elle passerait à l'avant. Donc, toutes les fils seraient... Mais vu qu'on vous respecte, on a décidé de passer ça à l'arrière du chalet. Alors là, ça, c'est la discussion qui est enregistrée pendant 13 minutes quelques. J'ai tout ça. Alors, ça, on me dit qu'il n'y a pas d'expropriation. Écoutez, moi, là, moi, personnellement, ce que je vis depuis le début, c'est de la bullshit. OK, on va clarifier. On va clarifier. On va clarifier ce que c'est pour commencer une expropriation. Une expropriation, c'est quand on ne réussit pas à s'entendre à la satisfaction des deux parties, donc à convenir d'un contrat en gré à gré. On doit avoir recours au tribunal d'expropriation pour obtenir un décret d'expropriation. C'est un recours de dernier, dans le fond, une dernière chance. Là, quand on ne réussit vraiment pas à s'entendre, on essaie de faire ça le moins souvent possible. OK? Donc, c'est ça une expropriation. On peut exproprier pour un bâtiment, mais on peut exproprier juste pour une servitude aussi, une servitude de passage. On peut acquérir une servitude par expropriation. Quand on s'est rencontrés le 23 octobre, on avait des conducteurs qui passaient sur le bout de votre terrain. On vous a dit, on va devoir acquérir une... C'est pas le tiers, là? OK, c'est le tiers. OK. On vous a dit, on va acquérir une servitude de passage sur votre terrain. Vous m'avez dit, moi, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas avoir votre ligne dans le dos. Ma propriété ne vaut plus rien. Je ne veux plus rester là. C'est ça que vous m'avez dit. On l'écoutera. On l'écoutera, votre... Je vous ai dit, si c'est ce que vous voulez, j'ai dit, si c'est ce que vous voulez, on va vous acheter. Ça, c'est pas vous exproprier. Ça, c'est pas... Non. Non, monsieur, vous m'avez dit, je ne veux plus habiter là. Vous m'avez dit, je veux vendre, j'ai fait évaluer ma propriété. C'est ça que vous m'avez dit. OK. Non, j'ai dit, on va vous acheter parce que votre terrain nous permettait de descendre le pylône pour qu'il soit plus sur le sommet de la montagne et qu'il soit moins visible. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Puis, non, vous m'avez demandé, ça serait quoi les prochaines étapes? Je vous ai dit, à ce moment-là, si c'est ce que vous désirez, on va envoyer un évaluateur, puis on va vous faire un... Bon. Maintenant, on a bien pris en compte vos préoccupations. On a retravaillé le tracé. Le tracé il s'est rééloigné de votre résidence. On n'est plus sur votre lot. On ne passe plus chez vous. On cherche à passer le plus proche possible de la tour de télécom. C'est ce qu'on est en train de travailler. Non, mais vous voulez pas de ligne. Okay. Une ligne ne se fait pas sans impact. On essaie de les rendre le moindre possible. Alors, ils n'en veulent pas, c'est clair. OK, on s'en va. Monsieur. Alors, bonjour, mon nom est Alain Tifo, je suis membre également du comité aviseur. Je vais avoir un petit commentaire suivi peut-être d'une question à deux volets. Comme plusieurs personnes ont dit, je me promène beaucoup au Québec et je constate effectivement, depuis quelques années, je suis allé à Baie-Saint-Paul l'été dernier, et il y avait une espèce de ligne, je pense une 735 triple, qui défigure complètement le village. C'est épouvantable, on dirait que le Québec est en train de devenir un champ de pylônes, littéralement. J'en suis gêné pour les touristes, les Européens, les Américains qui viennent ici. On parlait cette semaine de la ligne à Mirabel qui est en train de se faire au-dessus de l'autoroute. Là, je passe en dessous à tous les jours. C'est d'une horreur et je me dis, ça n'a pas de bon sens. Comme pays, il me semble que ce n'est certainement pas la démonstration de notre savoir-faire à son meilleur comme Québécois. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je pense qu'on est capable de mieux que ça ici au Québec. Ma question, M. Hubert m'avait déjà mentionné l'an dernier, et il l'a répété, je pense, hier et ce matin.
Parce que nous, là, vous allez faire le projet, vous allez partir. Nous, on va devoir vivre comme citoyens pendant les prochains 80 ans avec cette horreur-là. Là. On parle d'un déboisement où on va laisser sur place comme les 2 premiers mètres de végétation. J'aimerais beaucoup savoir, quand les bûcherons vont arriver, de quelle façon on peut faire un saccage pareil en laissant le premier 2 mètres. Est-ce qu'il va falloir que nous, comme comité, comme citoyens, on fasse la police dans la forêt et qu'on court après les bûcherons pour pas qu'ils touchent tout ce qui est de moins de 2 mètres en végétation? Parce que nous, c'est important, parce qu'on va devoir se battre contre les chasseurs, contre les 4 roues, contre les skidoo pour le restant de notre vie, à leur bloquer le passage. Et également, j'aimerais savoir également, comme Hydro-Québec présentement, parce que nous, là, ça va avoir un impact majeur sur la valeur de nos propriétés, sur la valeur de nos terres. Moi, personnellement, c'est mon fonds de pension qui est en train de prendre la barre. Je voudrais savoir à combien Hydro-Québec évalue en pourcentage la perte de valeur de nos propriétés. Parce que à Saint-Adolphe, si j'ai quelques centaines de citoyens qui font des demandes à la municipalité de revoir à la baisse leur évaluation municipale, c'est beaucoup d'argent de moins dans les coffres de la municipalité et ça risque de mettre la municipalité dans une situation financière précaire. Alors, j'aimerais qu'on me réponde à ces questions, si c'est possible. Marie-Josée. M. Hébert va répondre pour... Pour ce qui est du déboisement de l'emprise, nous avons des ingénieurs forestiers dans notre équipe qui vont faire un plan de déboisement de l'ensemble de l'emprise lorsque ça sera précisé. Et les ingénieurs forestiers vont déterminer les modes, ce qu'on appelle les modes de déboisement pour protéger les milieux qui sont plus sensibles, permettre des zones tampons le long des cours d'eau et des ruisseaux. Donc, tout est cartographié en détail et les modes sont déterminés et cela est transmis aux firmes qui font le déboisement. Mais là, on est en terre privée et on est en terre privée, donc le propriétaire du lot privé peut le faire s'il souhaite le faire lui-même. Il y a un dédommagement qui est prévu aussi pour ça. Donc, la façon de déboiser pour s'assurer de protéger les milieux sensibles, c'est une pratique courante qui est bien maîtrisée. Nos entrepreneurs le savent aussi. Ça apparaît dans les devis de déboisement qui sont confiés à nos sous-traitants. Pourquoi, personnellement, je suis arpenteur géomètre, je peux vous dire que des lignes électriques